Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Salut Pablo. Salut Clément. Écoute, je suis très content de t'avoir ici. Je me suis dit en plus que ça faisait très longtemps, je pense qu'on n'a pas eu de discussion un peu sérieuse tous les deux. Merci d'être là, de prendre du temps. Merci à toi. Pour de vrai. Je remercie aussi Baptiste parce que grâce à lui, je pense qu'on va avoir un épisode un peu mieux que si j'avais préparé tout ça tout seul. Et la semaine dernière, il y a Florence et Nicolas, qui d'ailleurs a fait Ginette, qui m'ont introduit un truc qui s'appelle le check-in. Et donc en gros, ils font ça à chaque début de réunion. Ils demandent un peu comment tu te sens. Comment tu te sens, qu'est-ce que tu as en tête en ce moment ? Comment je me sens assez motivé. Souvent je passe par des hauts et des bas, des moments où je me dis putain on fait de la merde, ce qu'on fait c'est pas bien, et j'ai sans avoir trop le sentiment de me retrouver dans la direction que prend ma vie ou ma boîte, et il y a des moments où je me sens motivé, où j'ai l'impression que tous les obstacles on va être capable de les surmonter, les obstacles pro et perso, et là voilà, je suis plus dans cette phase là d'optimisme, et de l'optimisme, mais en même temps aussi j'ai pas mal d'ambition quoi, donc l'envie est d'y aller à fond, et de faire le maximum quoi, le mieux de ma vie pro et ma vie perso. Trop d'art. Merci. Donc t'es plutôt dans la phase montante. Je suis à phase montante en ce moment. Écoute, moi aussi en vrai, j'ai eu une grosse phase descendante du podcast depuis un moment, en mode pareil, je savais pas trop quoi foutre. Je savais pas si je voulais où est-ce que je voulais aller, et là pareil, assez content. Et concrètement, même maintenant, je te disais, je suis un peu j'avais un peu d'appréhension parce que la partie crypto, c'est un truc que je connais pas du tout. Donc je pense que c'est le premier épisode où je sors autant de ma zone de confort, mais à la fois hyper curieux de comprendre un peu mieux ce que tu fais quoi. Si j'arrive pas avec des gens bienveillants comme toi à t'expliquer un peu ce qu'on fait et l'intérêt de tout ce qu'on développe, c'est que j'ai mal fait mon travail quoi. Vas-y, on va être pédagogue pour nos auditeurs alors. Et donc ouais, sois patient avec nous. Ok, trop cool. Comme tu l'as dit, t'es à la tête d'un projet, vous êtes plusieurs, mais t'es à la tête d'un projet archi ambitieux. Avant de plonger dans cet univers, est-ce que tu peux m'expliquer quel genre d'enfance t'as eu, et peut-être qu'est-ce que tu retires de cette enfance ? Ouais. Donc moi je suis né en 97, j'ai eu la chance de grandir dans des milieux plutôt privilégiés. J'ai grandi dans le 16e, puis à Boulogne-Billancourt, avec deux grands frères, mes parents qui étaient ensemble. Et donc j'en garde un souvenir plutôt rose de mon enfance, mais j'en garde aussi le souvenir d'une enfance avec des grands frères où on n'hésitait pas à se chambrer, c'était pas mal l'esprit de compétition. Moi j'étais pas mal le petit frère à vouloir faire comme ses grands frères, parce que j'ai 4 et 6 ans d'écart avec mes grands frères, j'étais pas dans Paris, j'étais plus à Boulogne quoi, à partir de mes 6 ans, et donc c'était un peu un petit cocon quoi, Boulogne, où j'allais jouer au foot, j'allais jouer au tennis, j'étais avec mes copains à la cour de récré, donc tu vois, j'ai pas eu de problème ni de traumatisme majeur dans mon enfance, mais ce que je garde de ça, c'est mes parents ils m'ont jamais trop poussé scolairement, et c'est plus moi qui me mettais la pression moi-même, c'est-à-dire que je crois que depuis le CM1 mes parents ils ont jamais regardé mes devoirs si j'avais fait mes trucs, donc j'en ai gardé en fait peut-être un certain sens de l'autonomie quoi, du fait que c'est un peu moi qui suis responsable, genre je peux prendre tous les voies, et on m'a dit fais ci plutôt que fais ça, genre en fait on m'a laissé une assez grande liberté, et du coup du coup j'en garde le fait que je suis un peu le responsable de ma propre destinée quoi, et à l'inverse on m'a aussi pas trop poussé, tu vois, genre pas trop poussé à faire du sport, donc tu vois, je jouais au foot, je suis pas très fort au foot, je jouais au tennis, je suis pas très fort au tennis,
Mais ouais, j'ai jamais eu dans les sports, j'ai jamais, je le faisais un peu pour m'amuser, quoi, mais je faisais pas en mode trop pour être le meilleur, etc. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'avais un esprit de compétition assez fort sur tout ce qui est milieu scolaire, et dès que c'était dans le cadre familial, aussi un esprit de compétition. J'ai un de mes frères qui a un esprit de compétition, mais dans le bon sens, qui est assez développé. Et dès qu'on se retrouvait à jouer à la console, n'importe quoi, c'est normal qu'on voulait jouer. Donc aujourd'hui, j'en garde un esprit de compétition, alors que quand je jouais au foot et au tennis, ce qui occupait le maximum de mon temps, je m'en foutais un peu de gagner ou de perdre. C'est un peu paradoxal. Ouais. J'allais dire, moi, le peu de fois où j'ai joué avec toi, je te vois pas comme un gars, ni un mauvais joueur, ni un gars qui est là pour gagner, mais en même temps, t'as quand même envie de. Ouais, à la fin, j'ai envie de gagner. Et souvent, on se moque de moi en disant que je suis un peu rigoureux sur pas mal de trucs, tu vois. Comme je suis rigoureux scolairement, j'aime bien dans le sport être rigoureux, j'aime pas laisser filer des matchs de foot. La semaine dernière, je jouais au foot, on a perdu alors qu'on n'avait pas le droit de perdre, mais au five, aucun danger ni rien. Ouais. Mais ça me rend hystérique. Et au tennis, par exemple, je suis pas très fort non plus, mais j'ai un jeu où j'attaque pas, je fais que des cloches et je remets que la balle dans le terrain, qui pour moi est un jeu suffisamment efficace pour battre jusqu'à un certain niveau, quoi. Et donc je bats des gens qui sont censés être meilleurs que moi, mais parce que ça me fait marrer d'être comme ça. Tu les fais craquer. Et ça c'est un peu le cadre familial et des trucs comme ça, où on a plus cette mentalité là de tranquille mais on perd pas, quoi. Et on est autonome, mais sans trop mettre de pression. J'ai jamais eu de pression. Essayer de faire quelque chose de bien quand même, quoi. Okay. Donc un esprit de compétition, mais sain, sans un côté si tu perds c'est pas grave non plus. Mais non, c'est pas grave. En parlant de five, j'ai fait mon premier five depuis je pense 1 an là ce week-end, où j'ai les jambes qui courent plus du tout. Ok, très cool. Mais c'est vrai que je t'ai toujours vu comme un gars assez positif, souriant, genre à la fois avec les gens t'es sympa, mais je t'ai jamais vu, et t'as jamais eu vraiment de problèmes ou de galères dans ta life? Si, tu vois, il y a toujours des trucs. Oui, non, mais un petit peu. Mais si tu pars du mood où t'es un peu responsable de ta propre destinée, j'aime pas me plaindre, et j'aime pas. On était en prépa ensemble, il y avait quelques gens, quand ils avaient des mauvaises notes, c'était toujours la faute du prof, c'était jamais de leur faute, quoi. Et le fait d'avoir un peu un sens de la responsabilité, je sais pas, moi, ça me fait dire. J'essaie de pas trop m'apitoyer sur mon sort quand il y a un truc qui va pas, et c'est ok, comment j'en fais le mieux à partir de ce qui m'a été donné, quoi. Et bon, tu vois, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, cadre familial, là où j'ai grandi, etc. Mais parfois, quand il y a des obstacles, oui, c'est comme ça, et ça sert à rien. Ça sert à rien de se plaindre, de trop regarder dans le passé, mais c'est comme vis-à-vis de la relation avec les autres, c'est un truc, quand j'ai compris ça, ça m'a vachement aidé. Ça sert jamais à rien de faire des reproches aux gens. Pour des trucs qui sont faits, parce que une fois que quelqu'un a fait une connerie, ça sert à rien de lui dire, une fois que la personne sait qu'elle a fait cette connerie, ça sert à rien de dire, mais pourquoi t'as fait ça comme ça? C'est comment on fait pour que la fois d'après. Faut quand même qu'elle sache que. Qu'elle ait conscientisé le truc, une excuse, et après ça sert plus à rien de. Après, j'essaie de. Et ça, c'est un truc qui est assez. J'en ai pris conscience récemment aussi, c'est que je préfère travailler avec des gens qui vont vite, intelligents, etc. Et c'est super élitiste comme mindset, mais je sais que je me vois pas, ou alors j'en ai peu l'expérience, j'en ai déjà fait l'expérience, mais je me vois pas toute ma vie travailler avec des gens avec qui il faut expliquer 5 fois la même chose avant que ça mais ça dépend ça dépend des attentes que j'ai envers ces personnes, et les gens avec lesquels je travaille, généralement j'ai des attentes, je suis super exigeant avec moi-même, donc j'essaie d'être exigeant aussi avec eux, et donc ça m'énerverait, j'ai envie de perdre du temps sur de devoir expliquer 18 fois le même truc, et que d'être avec des gens qui sont pas capables de comprendre quand ou qui n'aient pas la bonne volonté de comprendre quand quelque chose a été mal fait, quoi. Après, tu me dirais, je pourrais être prof, parce que les attentes que j'aurais envers mes élèves seraient différentes de celles que j'ai avec les gens que je considère être mes pairs, quoi. Ouais, je veux dire, c'est pas un problème de patience, c'est un problème de ce que tu fais exactement. Ouais. Tu pourrais aider des jeunes en difficulté aucun problème, s'ils étaient là pour ça, quoi. Ouais. Mais ouais, donc un Baptiste tombe très bien. Un Baptiste tombe très bien. Ok, trop cool. C'est très intéressant. Et moi, ça me marque, parce que tout ce que tu dis là, j'ai l'impression que t'en parles comme si c'était... ça vient de ton enfance, alors que souvent les phrases ou les messages que tu viens de faire passer,
moi, personnellement, ça date, c'est récent, tu vois, dans ma vie. En C'est fait, des trucs que j'ai compris, genre ne pas se plaindre. Et donc, toi, je sais pas si tes parents qui te l'ont transmis, du coup. bah, un peu quelques trucs, ma mère, mon père, mais aussi souvent, c'est des trucs que tu théorises a posteriori. Enfin. Ouais, mais si t'as vécu comme ça longtemps, ça veut dire quand même ça a été ancré en toi assez jeune. Peut-être. Mais après, le fait de se le rationaliser, je trouve que c'est les Américains qui sont trop forts pour ça, surtout les bouquins de self-development. Les trucs, tu les lis, t'as l'impression que c'est des banalités, dire bah ouais, j'en suis conscient de ça, mais c'est ça le propre. Ou je le sais, mais j'en suis pas. Genre, mais c'était sûr. Pourquoi est-ce que je l'ai jamais mis dans ma tête? Et quand tu regardes la littérature, enfin je sais pas, tu lis, bon je suis pas un énorme lecteur non plus, mais quand tu lis Proust, il va décrire une situation, bon le truc bateau, la Madeleine de Proust, tu te fais ah bah oui c'est ça en fait. Et le fait d'avoir des gens qui te mettent des mots sur, qui capturent l'idée que toi t'as en tête et que t'as pas vraiment formulé, ça c'est vraiment utile. Enfin je trouve qu'aux États-Unis ils sont vachement forts pour ça, pour mettre des concepts sur des trucs que t'as un peu innés ou alors que t'as appris depuis toujours. Et t'as des petites recos de livres qui toi t'ont fait kiffer. Ah mais c'est des livres de gros américains. Moi j'aime pas ça. Balance. Moi j'aime bien le livre du fondateur de Netflix. Maurice on a beaucoup parlé. No Rules Rules. Sur la création d'une culture d'entreprise, enfin comment tu fais en sorte de traiter les gens comme des adultes, leur donner le maximum de liberté, et dans un cadre qui est celle d'une entreprise où tu veux pas que tout le monde fasse un peu n'importe quoi. Pas n'importe quelle entreprise. Et pas n'importe quelle entreprise. Et ça, tu vois, ces trucs-là, t'en tires 2-3 principes que t'essaies de t'appliquer un peu au quotidien quand t'as un choix à faire en mode, enfin, je sais pas, est-ce qu'il faut recruter plus ou moins, quel type de profil je recrute, comment est-ce que je manage les gens. Exactement, ouais. Et j'avais bien aimé, mais ça c'est un autre livre que j'ai lu cette année, un livre écrit par Tony Fadell qui s'appelle Build, qui est le concepteur de l'iPod à la base, et là aussi c'est que plein de petits essais en fait sur des trucs, comment faire quand il y a à l'américaine un asshole dans ta team, genre comment tu gères et j'aime pas trop parce que c'est des manuels de vie, limite c'est des to-do list quoi. Puis c'est à la week-end, c'est un peu des oiseaux quoi. C'est un peu des oiseaux. Le problème des Américains c'est qu'ils ont un peu tout l'argent du monde quoi, et ils ont un pouvoir d'attraction mais ils ont pas de philosophie, enfin ils ont pas d'éthique, ils ont pas de philo quoi. Et vous savez pas dire que ce qu'on fait en Europe c'est tout le temps bien, etc. Et qu'il faut les mépriser du tout. Enfin moi je pense que en Europe, on a tendance à être trop fiers de nous-mêmes et de ce qu'on a fait, alors que si tu regardes les chiffres, tout se résume pas à l'économie, etc. Mais bon, si tu regardes l'économie, depuis 2008, ils vont 2 fois plus vite que nous. Complètement. Ils contrôlent le monde à peu de choses près. Et nous, on se paupérise petit à petit par rapport à eux. Donc, le monde sans philosophie, peut-être que c'est utile. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que oui, c'est utile d'avoir des principes. On peut s'inspirer d'eux, je pense. Là, quand j'y étais, gros, quand tu leur parles quand même... Un exemple qui m'a marqué, c'est genre par exemple juste les médecins qui font des pitchs, ils sont meilleurs que nos meilleurs entrepreneurs quoi. Ouais. Et donc en fait ils ont une confiance, ils ont une manière d'être, ils croient en tout ce qu'ils font, à une force qui change, qui décuple tout. Ça se joue beaucoup dans l'enfance, je pense. Quand t'es en France, moi j'ai des nièces, ouais, tu fais un exposé où tu vois des bébés qui commencent à parler, tu te fous ta gueule un peu parce que c'est rigolo, tu vois. Et les Américains ils vont être c'est trop bien, bravo et tout. Et ça change tout. En public speaking, ils sont trop forts. Et je pense que j'arrive pas à savoir s'ils sont vraiment convaincus de ce dont ils parlent à chaque fois, ou s'il y a un petit côté. Souvent, on dit les Américains, ils sont un peu faux. Quand t'es ami avec eux, t'as du mal à savoir si t'es vraiment ami, alors que, la culture européenne, moi, je sais rapidement si je bind avec quelqu'un ou pas. Quoi. Je suis d'accord. Ouais. Et dans leur discours, c'est pareil. Tu sais pas vraiment s'ils croient ce qu'ils décrivent. Ouais, c'est un peu le fake it until you make it, mais ils le font tout le temps. Juste parce que t'as parlé de la Madeleine de Proust pour pas oublier, parce que j'ai appris ce que c'était il y a pas longtemps, et donc c'est dans un livre de Proust, il parle du fait que quand il mange des madeleines, ça lui rappelle. Il reprend. En fait, c'est une description, c'est un moment dans le livre où il reprend une madeleine et ça lui rappelle tous les souvenirs de son enfance. Comment une saveur, ça te rappelle des souvenirs de ton enfance, etc. Et donc, quand tu dis c'est ma Madeleine de Proust, c'est ce truc, ça me rappelle trop. Ça te rappelle ton enfance ou ça te rappelle un moment dans le passé. Et une saveur, une couleur, un goût, etc. Et ce truc, c'est connu, c'est que c'est la meilleure description qui est faite de ce sentiment que tout le monde connaît, quoi. Genre le texte de Proust. Le texte de Proust. Je le lis, incroyable. Ok. Donc une enfance quand même plutôt heureuse, avec une confiance. Maintenant, tu rationalises un peu tout ce que tu as pu apprendre. Donc tu fais prépa, tu fais école d'ingé. Ouais. À quel moment
À quel moment tu rencontres la crypto et tu te dis ça va être ma life? Moi, je suis vraiment sorti des sentiers battus. Comme je me plaisais pas mal dans le cadre conventionnel, foot, tennis, fort à l'école, quoi. Parce que c'est classique. J'ai des amis, j'aime les films de Quentin Tarantino et la musique des Coldplay. Enfin, tu vois, j'étais pas. J'en ai pas nano. Ouais, voilà, j'étais pas un original. J'avais pas des passions, m'amuser à coder le week-end avec des trucs comme ça. Et en fait, tout ce que. T'étais un kiffeur. La vie coulait bien. La vie coulait bien, ouais. Je pense que j'étais fait pour le parcours classique de la société. Enfin, et donc la crypto, je suis entré dedans via des cours, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de me faire m'intéresser à des sujets autrement que par le milieu académique. Et du coup, c'est à l'IX, j'étais à l'IX en école d'ingé, j'ai eu la chance d'avoir un premier cours d'économie en crypto. Et là, c'était peut-être la première fois où j'étais vraiment un sujet, je me disais, ok, là, il y a vraiment un truc à faire. Et en même temps, il y avait un petit sentiment d'urgence parce que c'était un moment, j'étais en 3e année à l'IX, donc Bac+5. T'arrives à te dire, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et là, il faut quand même un peu commencer à réfléchir par soi-même, genre, bon, qu'est-ce qui me plaît? Parce que quand t'es en primaire, collège, t'as pas de choix, quoi, sur tes cours. Au lycée, ça arrive un peu. Après, qu'est-ce que tu veux faire post-bac? Bon, non, de moi, c'est prépa commerce ou prépa, sans trop de choix. Ouais. En école, bon, tu vas à l'IX et après, tu fais de l'éco parce que, voilà. Mais bon, maintenant, après, t'as l'univers des possibles. Et je disais, ok, peut-être que je trouve un truc qui me fasse vraiment marrer. Et donc, à l'IX, j'ai eu, la chance d'avoir ce cours avec un prof qui, bon, maintenant je reviens parfois faire des amphis dans ce cours-là, et je m'entends très bien avec le professeur qui le donnait, mais j'avais encore un an d'études et j'étais encore en mode influençable, slash ouvert sur ce que sera mon futur. Donc je suis allé toujours dans la voie classique, quoi. J'ai fait un master à Stanford aux États-Unis. T'as une voie classique quand même assez qualique. Ouais, non, ouais. Et ça, c'est le côté fort en classe. Compétitif à l'école. J'aimais pas ne pas avoir de A ou de. Un B+. Okay. Ouais, non, il n'y en a pas eu ça. Je rigole. Si, en plus. Mais. Bavardage, quoi. Mais et donc là, à Stanford, c'est pareil, je commence à faire la voie data science, machine learning. Et en dernière année, il me reste 6 mois. Tu kiffes les US, Stanford et tout? Ça a été un peu tronqué par le Covid, donc j'ai eu que 6 mois sur place et 1 an à distance. C'est un peu le paradis sur terre, je trouve. Et surtout, je trouve que c'est bien d'avoir eu de la France et des États-Unis. La France où très cartésien, faut être passé par la voie. Et quand t'es ingénieur français, on estime qu'il faut que tu t'aies fait un peu de maths, de physique, de chimie. Et du coup, ça te donne une assez belle ouverture d'esprit finalement. Ce qui est paradoxal dans un monde où t'es assez contraint sur ce que tu peux faire. Et aux États-Unis où on te laisse la liberté de choisir les cours que tu veux. Tu peux faire de l'éco, de la sociologie, de l'art, vraiment expérimenter. Mais en fait, les mecs, ils sont monomaniaques. Genre, moi, je me retrouvais à l'époque, bon, du coup, 6e année post-bac, j'étais avec des gars qui étaient en première année en cours de machine learning. Je me disais, bon, à quel moment ça déconne, quoi. Genre, parce que j'ai quand même travaillé pendant ces 6 ans. C'est pas comme si j'avais rien fait. Et je me retrouve avec des gars en première année. Et les Américains, ça se trouve, c'est une généralisation qui tient pas du tout, mais de ce que j'ai vu plus souvent, ils vont être très forts sur un sujet, vraiment très très forts, et dès que tu les sors de leur sujet de prédilection, là ils sont un peu moins forts. Donc j'ai des souvenirs d'avoir vu des cours de machine learning, les gars, dès qu'il fallait poser une équation, ils étaient un peu perdus, quoi. Et donc non, le fait d'avoir eu l'un puis l'autre, je pense que c'était dans le bon sens en plus. Et c'est incroyable de voir de réaliser en fait la richesse des Américains, d'avoir tous les moyens du monde, tout l'argent du monde dans un campus qui est fait pour que tu t'épanouisses, et surtout la mentalité que t'as. Je vois pas mal de gens qui étaient avec moi à Polytechnique, qui étaient très talentueux, etc. Et quand je vois leur carrière, la voie, je me dis, j'espère qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font, mais c'est dommage qu'ils aient pas eu plus d'ambition. Ils se contentent peut-être dans des postes où ils sont peut-être heureux en quotidien, mais est-ce qu'ils auraient pu peut-être un peu plus sortir de leur zone de confort et essayer de faire des trucs à plus gros impact? Et aux États-Unis, il y a quand même, personne te le dit, mais c'est quand même dans cette culture en mode fais quelque chose de grand, quoi. Et c'est ce qui manque un peu en France, je trouve. Ou si c'est pas de grand, en tout cas, fais quelque chose que t'as vraiment. On a moins le côté sentier battu, ouais. Enfin, ils ont moins le côté sentier battu.
Alors nous, on est tous des clones à peu de choses près, quoi. Non, c'est clair. Je sais Enfin, pas, moi, Alix, moi, le premier. Hein, à Centrale, ouais, mais tu vois, même en professionnel, t'es sorti des trucs, mais à Centrale, il y avait la moitié qui faisait du conseil, quoi. Ouais. Et ça peut être très bien, hein, pareil, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi des clones aux US, enfin, c'est des clones dans leur profession, où ils vont aller en startup, software engineer, tout le monde fait du machine learning, aller chez Google, Apple, c'est des clones, mais les gars font ça de façon quasiment conscientisée, en mode je vais créer ma boîte, etc. Enfin, je trouve qu'il y avait plus d'ambition, en tout cas, chez des gens qui étaient moins talentueux, en moyenne. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, à la fin, c'est ça qui fait la différence, c'est l'énergie que tu donnes pour accomplir. Et moi, de temps en temps, enfin, quand je reviens aux États-Unis, j'y vais 1 à 2 fois par an, je me reprends quand même une piqûre en mode en Europe, on a quand même vite fait de s'endormir sur nos lauriers, de se satisfaire de ce qu'on a, etc. Alors même le caissier chez 7-Eleven, en fait, les gars, il est trop heureux de te voir, limite il fait ça et il se dit putain, dans 3 ans, grâce à ça, je suis manager. Et il parle mieux que toi, il s'exprime mieux que toi. Ouais, clairement. Et enfin, je sais pas, je pense que c'est important de prendre conscience. C'est pour ça qu'on voyage, hein, différentes mentalités. Il y a de quoi apprendre partout, mais ça, pour moi, c'est leur force principale aux États-Unis. Ouais, ils ont un truc en plus. T'as beau les détester un peu en France avec l'image qu'on a d'eux, quand il va, t'es un peu forcé de constater que ils sont forts, quoi. Malgré même si techniquement ils sont moins forts que nous, hein. Genre, tu mets un top 5 école d'ingé face à n'importe quel gars de n'importe quelle université américaine, le français sera meilleur, il y a aucun doute là-dessus. Il sera meilleur pour construire, mais il sera peut-être pas meilleur pour vendre. Oui, pardon, exactement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour revenir sur ta question de crypto, donc à Stanford, je reprends un cours sur les crypto-monnaies, et là plus d'infos en mode codé, pratique. Et juste avant, parce que tu dis là, je me retrouve en bac plus 5 à me dire ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'à ce moment-là déjà tu commences à te dire bon, qu'est-ce que je veux foutre, ou est-ce que tu continues à avancer comme ça? Non, j'avance comme ça. Non, là j'étais parti pour la voie classique. Stanford, je suis resté 18 mois. J'étais parti pour faire un stage chez Facebook. Bon, après, il y a eu le Covid, finalement, je l'ai pas fait mon stage, mais parce que je suis revenu en France, je l'aurais fait sinon si j'étais resté aux États-Unis. Mais non, j'aurais été en stage chez Facebook, classique, la vie de SF, où t'es payé comme un nabab pour pour travailler sur des sujets super intéressants en soi, mais sans mettre jamais vraiment trop de poser de questions. Et non, après j'ai ce cours de crypto et c'est un sujet vraiment c'est le truc que j'ai le plus aimé, parce que c'est à l'intersection de trucs que j'aimais bien, des maths, de l'info, de l'éco, vraiment un peu mes sujets de prédilection pendant et de façon archi innovante sur tous ces sujets, quoi. Et de façon assez innovante, et c'est le moment où j'étais en max de Stanford, allez, va faire un truc, quoi, c'est le moment de ta vie ou jamais. Et donc c'est là que encore étudiant avec des amis français, hein, bien sûr, avec qui on était à Stanford, on se dit venez, on commence à réfléchir à si on peut pas faire un truc dans les crypto-monnaies. Assez vite, j'ai eu l'idée de faire ce qu'on appelle un stablecoin euro, donc c'est une crypto-monnaie qui vaut toujours 1 euro. On pourra y revenir après. Je veux bien d'abord que tu définisses ce que c'est une crypto-monnaie. Alors, peut-être à l'origine. Souvent, plus intéressant, c'est peut-être de définir une blockchain. Une blockchain, c'est une base de données qui n'est pas hébergée qu'à un seul endroit. C'est-à-dire qu'elle est sur plein d'ordinateurs en même temps, et dans laquelle tout le monde peut écrire dans cette base de données. Sans avoir de personnes, d'instances centralisées qui disent ok, je t'accorde ton écriture en données, oui ou non. C'est-à-dire que la base de données, elle vient avec un ensemble de règles, d'écriture, de lignes dedans, et en fait, il y a ce qu'on appelle un algorithme de consensus qui permet de faire en sorte que tous les gens qui hébergent la base de données soient d'accord sur ce qui est une écriture valide ou non dans la base de données. Et dans ces bases de données, concrètement, tu as des liens de X, tel identifiant possède telle valeur à peu près. Alors, après, ta base de données, en fait, tu peux écrire ce que tu veux. Il y a plein de sous-bases de données, en fait, dedans. Et donc, tu peux avoir une base de données sur
tel identifiant possède tant de telle valeur, mais n'importe qui peut définir sa valeur, tu vois, genre... Et donc une crypto-monnaie, c'est quelque chose qui correspond dans cette base de données, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois, ce que tu écris dans la base de données, qui est une utilisation particulière de la base de données pour avoir un registre de telle adresse à tant, telle personne à tant d'argent. Bon, après, il y a différentes façons de stocker ce registre. La blockchain, c'est un peu genre la méga banque mondiale et avec du coup décentralisé, où tout le monde possède un peu la manière d'écrire dans cette banque. Ouais. Et la crypto, c'est les différentes monnaies des pays. Alors, la blockchain, t'es pas obligé de la financiariser tout de suite. Genre, la blockchain, c'est un standard, c'est un standard très efficace. Enfin, c'est un standard où, comme tout standard, c'est efficace. Si tout le monde se met d'accord sur dans quel cas je peux écrire, dans quel cas je peux pas écrire, c'est intéressant. Mais donc, tu peux l'utiliser pour comme toute base de données, pour des cas d'utilisation qui sont pas du tout financiers. Il se trouve que les premiers cas d'utilisation étaient des cas financiers, et donc tout le monde associe en fait la blockchain aux crypto-monnaies. Mais les crypto-monnaies, enfin, la blockchain ne sont pas que les crypto-monnaies. Okay. Et donc les crypto-monnaies, c'est des cas d'application de cette base de données parce que envoyer de l'argent, en fait, c'est assez pratique. Enfin, le cas d'argent, aujourd'hui, quand tu vas faire un paiement par carte bleue, va y avoir besoin de plein de gens qui valident ton paiement. Ça doit passer par, ou quand tu vas faire un virement bancaire, ça doit passer par une banque A, banque B, banque C, banque D. Là, aujourd'hui, si tes serveurs, ils sont partout dans le monde pour ta blockchain, et si je t'envoie de l'argent, tant que l'envoi d'argent, il respecte le format de l'écriture en base de données, tout le monde peut vérifier de façon infalsifiable que je t'ai vraiment envoyé l'argent. Et donc le fait que tu m'as envoyé de l'argent, c'est inscrit dans la base de données. C'est inscrit dans la base de données. Pour tout le monde de la même manière. Et tout le monde peut vérifier que je t'ai vraiment envoyé l'argent, etc. Et donc après, ça permet de voir si moi j'ai 10 et toi t'as 0, je t'envoie 2, moi j'ai 8 et toi t'as 2. Ouais, okay. Et c'est suivi. Et c'est suivi et tout le monde peut voir que j'ai 8 et toi t'as 2. Et donc, et comme l'envoi d'argent est standardisé, c'est pas comme t'as une banque qui va coder les virements bancaires de telle façon ou telle autre banque qui va coder les virements bancaires de telle façon. Là, il y a un standard qui a été défini dans l'écriture en base de données. ERC20. C'est le standard ERC20, mais il y a d'autres standards équivalents sous d'autres formes de base de données, mais globalement, c'est un peu tout le temps la même chose. Okay. Et du coup, toutes les banques toutes les monnaies du monde peuvent être définies exactement selon le même standard. Et ce qui fait que, en fait, t'as ta brique d'envoi d'argent et le fait d'avoir un standard sur lequel tout le monde est d'accord, ça rend super facile la construction de couches par-dessus, de couches applicatives. Le meilleur exemple, c'est une prise, tu vois. Genre les prises, tous les États en Europe sont d'accord sur à quoi doit ressembler une prise et du coup, ça veut dire que tout le monde est d'accord sur la façon d'écrire, de coder des adaptateurs. Enfin, de faire des adaptateurs. Ou tu vois, t'as les ports USB-C, partout dans le monde, t'as le même port USB-C. Là, c'est pareil pour l'envoi de l'argent. Alors que dans les banques classiques, c'est pas du tout le cas en fait. Il y a 50 000 institutions dans le monde qui font du crédit, avec peut-être 50 000 implémentations différentes de façon de gérer tes prêts, tes emprunts, de coder à qui j'ai prêté de l'argent, qui me doit de l'argent. Là, on va plus loin que simple cas d'envoyer de l'argent, le cas de monnaie. On va sur le cas de problèmes financiers, protocoles financiers un peu plus classiques, quoi, les protocoles de prêt-emprunt, les moyens d'échanger de l'argent. Mais ce que tu as sur le fait de coder l'argent, en fait, tu peux composer autour plein de protocoles qui te standardisent tout ça et te permettent un passage à l'échelle beaucoup plus important. Donc en fait, après j'ai pensé y venir plus tard, mais l'intérêt des blockchains, c'est la standardisation et le fait de fournir une distribution partout dans le monde entier. Et la standardisation, c'est des gains d'économie massifs. Et c'est beaucoup de désintermédiation parce que si tout est standardisé et tout est transparent, j'ai pas à passer par la banque si je veux t'envoyer de l'argent. Tu vois, si je veux t'envoyer de l'argent directement, je t'envoie de l'argent directement. Et sachant que, ce que Baptiste m'expliquait, c'est que moi quand je t'envoie de l'argent vers la banque en fait elle prend l'argent, elle fait ce qu'elle veut, puis elle en envoie à quelqu'un, elle t'en envoie à toi, et personne ne sait ce qui s'est passé au milieu, quoi. Oui, mais bon après ça existe aussi en crypto. Ça existe aussi en crypto. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce que ça change les blockchains, c'est vraiment le standard. Et c'est pas parce que tu as un standard blockchain plutôt qu'un standard, je sais pas, un back-end d'une banque qui est codé en COBOL des années 70, que les lois de la finance changent. Tout système qui est construit tout système financier est
y a plein d'autres utilisations autour de l'identité, etc. Enfin, pour en parler après, qui est construit autour des blockchains, ça reste un système financier. Donc, si demain tu construis une banque autour de plein de petits protocoles blockchain, faut que ta gestion du risque, les règles de gestion du risque, de liquidité, tes problèmes de contrepartie, c'est les mêmes que dans un monde financier classique. Ce que je dis, c'est les lois de la physique, ça reste les lois de la physique, quoi. Genre, c'est pas parce que tu changes de standard. Des humains qui gèrent une monnaie, ça reste des humains qui gèrent une monnaie avec des. Ou tu vois, la monnaie d'autrui, tu vois, si je te prête de l'argent, faut que je me rende compte que tu puisses me le rembourser. Et nous, quand on sait. Là, ce que je t'explique là, c'est un truc où. Il m'a fallu du temps pour le théoriser et être capable de me le formuler. Moi, à l'époque, quand je rentre en 2021, c'est cool, c'est un endroit qui est cool, le marché il est en pleine expansion et j'ai pas forcément compris quels seraient tous les cas d'usage vraiment intéressants d'une finance. Et sinon, on aurait fait des choix complètement différents. On s'était peut-être un peu laissé emporter par la hype faut faire les protocoles comme ça, mais sans forcément réfléchir en long terme en mode qu'est-ce qu'il faut pour des produits que tout le monde aura envie d'utiliser de près ou de loin, quoi. Et juste du coup, si une blockchain, c'est... Donc la première blockchain, c'est quoi ? C'est Bitcoin ? C'est Bitcoin, c'est une base de données. Ok, donc une blockchain, c'est une base de données. Une crypto, c'est une monnaie qui vient se greffer sur sa base de données. Ouais, c'est une base de données dans la base de données de telle adresse à ton argent. Ok, donc les blockchains classiques, c'est Bitcoin, Ethereum. Oui, il y en a plein, il y en a des milliers, ouais. Okay. Et c'est que des bases de données. Ok, que plein de bases de données. En vrai, maintenant, le jour où on m'a dit, en fait, une blockchain, c'est une base de données et faire une transaction, c'est faire une requête POST, donc pour écrire dans cette base de données. Là, t'as tout compris. Ok, incroyable. Incroyable. Et donc là, vous vous dites quoi ? Vous vous dites on va faire un stablecoin ? À cette époque-là, les cas d'utilisation qui commençaient à émerger, c'était les cas d'utilisation de ce qu'on appelle de la finance décentralisée, donc les utilisations des blockchains pour faire des applications financières, parce que c'est super utile, comme j'expliquais plus tôt, de standardiser la finance, Qu'est-ce que tu gagnes par rapport à une banque classique ? Tu gagnes de la transparence et tu gagnes que si demain tu as un monde financier qui est construit tout sur les blockchains, aujourd'hui il y a plein de trucs où tu es obligé de passer par ta banque. Si tu veux acheter des actions, généralement tu dois passer par ta banque ou par un broker, tu n'as pas un accès direct au marché. Il y a plein de produits qui te sont offerts que par ta banque et c'est embêtant quand même d'avoir un intermédiaire duquel tu puisses pas te passer. L'intérêt d'une finance décentralisée, ou sur les blockchains, parce que décentralisée c'est pas forcément le bon nom, tu peux avoir une finance centralisée qui repose sur les blockchains, c'est que c'est une finance qui peut être désintermédiée le plus possible. C'est-à-dire que les banques seront utiles demain dans le monde de gestion, dans un monde financier sur les blockchains, mais si tu veux te passer d'elles pour obtenir du rendement, tu vois, genre pour prêter de l'argent à ton livret A, demain tu pourras t'en passer. Donc t'as ce côté, je peux me plugger à n'importe quel point d'entrée de la stack. Donc tu peux un peu te déconnecter de la banque, quoi. Enfin, genre pas à 100%. Pour moi, il y aura toujours besoin de banques. Les gens, ils auront toujours besoin de faire des prêts-emprunts. T'as toujours besoin d'avoir des. En fait, une banque, c'est quoi ? C'est une institution qui a qui prête ses fonds et qui va le réallouer à d'autres personnes pour financer l'économie. C'est un gros fonds, une banque. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, ils ont la capacité d'émettre de l'argent, c'est-à-dire tu leur prêtes 10, ils peuvent prêter 100. Ils ont des ratios multiplicateurs. Je sais pas si on aura besoin de garder ce ratio multiplicateur sur l'émission de monnaie dans le futur. Pour moi, non, mais bon, on va peut-être un peu trop loin. On va peut-être un peu trop loin, mais à partir du moment où t'as l'économie, t'as des gens qui ont de l'argent qui dorment, t'as des gens qui ont besoin de financement, que les banques utilisent les blockchains ou que les banques utilisent leur système classique, à la fin c'est la même chose. Donc t'auras toujours besoin d'institutions pour mettre en contact ces gens-là. Même si au moins pour simplifier la vie des gens qui ne sont pas prêts à faire face à la complexité d'interagir avec des blockchains, etc. Donc tu auras besoin de couches d'abstraction, en gros, et ça pour moi ça sera les banques. Mais si moi je suis suffisamment éduqué pour pouvoir prêter mon argent directement, ou je suis un emprunteur suffisamment éduqué pour passer par la couche la plus basse de l'emprunt, donc c'est au niveau du protocole directement au niveau de la blockchain, quasiment de pair à pair en fait avec les gens qui ont le même niveau d'éducation que moi, mais qui... Donc t'écris dans la base de données je recherche X, le mec te répond je te donne X et... C'est pas, t'écris pas ça dans la base de données, mais
à la fin, une fois que la transaction est faite, il y aura écrit dans la base de données X m'a prêté tant et je lui dois tant, et si je lui rembourse pas d'ici tant de temps, alors il aura le droit de liquider ma maison, quoi. Enfin, comme ce qui se passe avec les banques, sauf que c'est avec un gars en direct. C'est avec un gars en direct, et souvent, tu sais, les banques, on te fait signer des contrats. Le langage de contrat, c'est un langage c'est un très mauvais langage de programmation, quoi. Et c'est vrai. et il y a trop de place à l'interprétation, etc. Trop de temps qui est perdu à savoir dans mon banque. Et là, tout ça serait régi. C'est régi via des contrats intelligents qui s'exécutent tout seuls si il y en a un des parties qui vient à faillir à telle clause qui est mentionnée dans le contrat intelligent. Donc, pour résumer, l'intérêt, le fait de désintermédier et de laisser à tout le monde l'opportunité de se placer à n'importe quel niveau de la stack, et la standardisation, le fait que demain, moi, je veux créer une banque, mettons que je veux créer une façon de faire du prêt-emprunt, j'ai juste à utiliser un protocole qui fasse du prêt-emprunt et construire une interface par-dessus, sans avoir à réinventer la roue, etc. Et comme toutes les transactions se font de façon standardisée, les banques, elles ont aussi toutes leurs moyens de faire du back-office, de regarder l'analyse des transactions, etc., leur système propriétaire. Et en fait, si le système de base est open source, tout le monde peut faire de l'open source pour... et toutes les blockchains sont open source. Certaines ne le sont pas. Ouais. Est-ce que c'est des blockchains dans ce cas-là? Je sais pas. Mais de façon générale, tu peux te greffer, et apprendre et gérer sur ça. Ouais. Wow, ok. Très très fort. Donc ça laisse vraiment une liberté totale. Si tu veux t'éduquer, tu peux être ta propre banque et t'as pas besoin d'avoir cet intermédiaire extérieur, quoi. Voilà. Ou si tu veux toi-même prêter ton argent, emprunter de l'argent, t'as pas besoin. Tu peux faire ça sans intermédiaire. C'est très fort. Et en effet, ça change le modèle économique et financier à un point. On n'y est pas encore. Hein, ouais. Nous, notre métier à la fin, c'est... Du coup, non, mais... donc maintenant... donc on revient en 2021, on voit la finance décentralisée qui prend, et il y avait commencé à avoir plein de protocoles de prêt-emprunt, parce que la blockchain, c'est la base de données, mais tu as besoin de lui dire, dans certains cas, de faire des protocoles, donc des façons d'écriture spécifiques, des bases de données à l'intérieur de la base de données, quoi. Ça, c'est toi ce que tu as fait au début. Nous, on a fait des protocoles. Ouais. On va faire un protocole concrètement, genre les règles et tout, tu vas les écrire. Et ça, c'est les règles d'écriture dans ta base de données à toi, comme un protocole pour faire et tu peux avoir des protocoles qui composent les uns avec les autres, tu vois, genre... Okay. T'as le protocole de une crypto-monnaie, ça, et tu vas avoir ton protocole de prêt-emprunt qui interagit avec les protocoles de crypto-monnaie. Ok, c'est énorme. Ça, ce que t'as fait en mode dans mon garage start-upper, c'était écrire un protocole pour permettre l'émission d'une crypto-monnaie qui vaut toujours 1 euro. Parce qu'on se disait, si demain la finance, ça se fait sur les blockchains, il faut l'équivalent pour les moyens, il faut donner aux gens l'équivalent, le moyen de faire face aux outils classiques auxquels ils ont l'habitude, parce que toujours dans ce monde, c'est pas parce que ça se fait sur les blockchains que il faut revoir tout depuis zéro. Les gens, ils ont besoin d'avoir des monnaies qui sont pas volatiles, et tout le monde ne va pas payer demain en Bitcoin ou en Ether, donc le prix varie au gré de l'offre et de la demande sur les marchés. Pour traduire la phrase que tu viens de dire, qui était quand même, tu dis les cryptos c'est trop le bordel. Ouais. Il me faut une crypto-monnaie qui soit indexée sur l'euro, qui soit toujours égale. Parce que c'est intéressant si les gens peuvent payer en crypto, mais si ces cryptos, elles partent dans tous les sens, nous on veut faire une crypto qui soit stable. Dont la stablecoin. Dont le stablecoin. Et donc ça existait déjà, il y a plein de façons de faire des stablecoins. Nous on a fait une nouvelle façon de faire des stablecoins de façon décentralisée, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est pas la façon qui marche, qui est celle qui a eu le meilleur... qui marche le mieux, quoi. Pas techniquement, mais qui marche le mieux en termes de ce que veulent les utilisateurs. La façon qui marche le mieux, c'est la façon qu'on dit centralisée, donc c'est-à-dire c'est une entreprise, tu lui donnes 1 euro et elle t'émet sur la blockchain un crypto-euro ou un dollar, elle t'émet un crypto-dollar. Alors que nous, c'était géré via un protocole, lui aussi décentralisé, l'émission de ces stablecoins. Et donc, le fait d'être décentralisé, sans instance qui a un pouvoir de décision, oui ou non, ça te met des contraintes qui font que le produit est plus difficile à construire. Plus complexe à construire, et il y a certains trade-offs. Tu restes décentralisé pour de vrai, quoi. Tu restes décentralisé, mais tu perds un peu en efficacité à certains endroits. Donc, est-ce que tu préfères la décentralisation ou le maximum d'efficacité ? Est-ce que tes utilisateurs finaux préfèrent vraiment être décentralisés ? Les gens s'en foutent, en fait. Au bout de 3 ans, les gens... Je vois dans tes yeux le putain, merde. Non. Et après, on a fait de l'euro, et le marché c'est très dollarisé. Genre, tout le monde réfléchit en dollars. En crypto, tu vois, les gens regardent le cours du Bitcoin par rapport au dollar. La plupart des protocoles de prêt-emprunt
ou même des plateformes, des protocoles qui te permettent d'échanger de l'argent, tu vois, on appelle ça faire un swap, swapper du dollar en crypto contre de l'Ether ou une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. Donc tu as plein de protocoles qui te permettent de faire ça sans passer par des bourses type Coinbase, type Binance, donc les plateformes d'échange qu'on appelle centralisées. Et tous ces protocoles-là étaient construits autour en majorité de stablecoin dollar. Et donc il y a eu un peu, on n'a pas bien réussi à lutter contre la poule et l'œuf, le problème de la poule et de l'œuf, et toujours aujourd'hui, hein, tu regardes le marché il y a des problèmes de régulation aussi, mais tu regardes le marché des stablecoins euros, donc des crypto-monnaies qui valent toujours 1 euro, il y a peut-être 30 émetteurs dans le monde, et il y en a un nouveau chaque semaine. Ah ouais, ok. Après, un nouveau à chaque semaine, c'est pas non plus... c'est peu de gars qui se tapent des déterres à lancer une crypto, quoi. Ouais. Mais toi, justement, des stablecoins qui se tapent une déterre à lancer une stablecoin. Oui, mais c'est beaucoup à la fin. Tu finis ça fait de la fragmentation de la monnaie. C'est comme au Moyen-Âge, t'avais la livre tournoi, la livre parisie, les sous, enfin, tu vois, genre. C'est le bordel. Et donc c'est quoi, c'est un combat de celle qui va rester le plus longtemps? C'est un à la française du coup. C'est un combat entre celui qui créera le produit que les gens ont le plus envie d'utiliser, hein. À la fin, et là aussi on en revient, c'est pas parce que tu fais des cryptos que les règles du jeu changent. Quand tu développes un protocole crypto, t'as l'aspect technique qui est important, qui pour nous était peut-être on y accordait trop d'importance, mais le plus important c'est de faire un produit que les gens veulent, et donc il faut un market fit autour de tous les produits crypto. C'est qui des utilisateurs aujourd'hui? Quand tu dis les gens veulent... Alors c'est une niche, parce que on reste toujours là, tout ce que je t'écrivais sur, ce dont on parlait sur reconstruire des banques, un monde financier plus efficace, plus juste, etc. C'est pas accessible. Non, c'est pas accessible tout de suite. C'est accessible vraiment à une niche de gens, non pas forcément très riches, hein. Il y a pas mal de gens au Vietnam, aux Philippines qui interagissent avec ça, soit des gens très riches qui ont de l'argent à faire travailler, qui sont, mais il y a beaucoup d'argent dedans quand même, hein. Il y a 60 milliards même dans plus. Les stablecoins. Plus dans les stablecoins plus, en fait. Okay. Dans les stablecoins, t'as 200 milliards quasiment. Nous, au max, on avait 250 millions, là on est à 50 millions. Donc tu vois, on est rikiki par rapport. C'est des gens qui vous confient cet argent pour utiliser... Alors soit pour l'utiliser en moyen de paiement, parce que c'est plus efficace d'envoyer de l'argent en stablecoin, tu vois, pourvu que les gens puissent sortir leur stablecoin en monnaie locale, genre une façon efficace d'envoyer des dollars à quelqu'un aux États-Unis, c'est j'achète via une plateforme d'échange un stablecoin euro, donc un stablecoin euro, je le convertis sur mon blockchain en un stablecoin dollar et j'envoie mon stablecoin dollar à quelqu'un aux États-Unis. Ça me prend 2 minutes, ça prend pas 3 jours d'avoir l'argent crédité sur mon compte. Enfin, s'il n'y a pas besoin d'utilisation dans la vie réelle, et encore c'est possible avec des besoins d'utilisation dans la vie réelle, si juste les gens utilisent le moyen de stablecoin comme moyen de paiement, je peux payer n'importe quel marchand partout dans le monde qui accepte du stablecoin en une seconde avec aucun frais. Genre aujourd'hui, quand tu fais un paiement par carte, ton commerçant il reçoit au minimum, je crois que c'est 1,5%, enfin 98,5% de la valeur de ce que tu lui as envoyé, parce qu'il y a plein d'intermédiaires qui prennent de l'argent, et l'argent il est crédité sur son compte 3 jours plus tard. Ok. Donc là, c'est vraiment le mode moyen de paiement, c'est un peu le... Je sais pas si c'est le futur ou ta vision, mais c'est ce que tu dis, si demain la crypto arrive à pas rendre un peu le pas, ça peut être ça le monde de la finance de demain. Ça peut être ça la finance de demain, et nous, donc on est moins sur ce cas d'utilisation-là, on est plus... sur le fait d'offrir des produits structurés par-dessus notre stablecoin. Donc en fait, on a des produits d'épargne par-dessus nos produits de stablecoin. Et donc c'est des produits un peu comme des livrets A, mais qu'on construit pour être super transparent, sans limite de ce que tu peux mettre dedans. T'es liquide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux retirer quand tu veux. Il n'y a aucun frais à l'entrée, aucun frais à la sortie. Et tu peux voir exactement où est-ce qu'on génère notre rendement. Donc les gens utilisent aujourd'hui pour la plupart les stablecoins en tant que produits structurés. Produits d'épargne alors. Produits d'épargne ou produits d'épargne. Après, tu peux avoir différentes choses derrière ces produits d'épargne. Et l'intérêt, et bon, après tu me dis si je vais trop loin. Produits d'épargne, parce que même moi je suis en train de m'éduquer financièrement. J'aurais l'impression que j'aurais dû faire ça il y a 20 ans, mais t'as rempli ton livret A et maintenant tu dis j'ai quelques milliers d'euros à placer, je veux faire en sorte que cet argent il reste pas dans ma banque à 3%, je veux le mettre dans un fonds, dans un livret. Nous on est très peu risqué, donc en euros on paye du 4,5%, au dollar c'est pas mal quand même. Au dollar en ce moment c'est plus ce qu'on paye en dollars, on paye 16% là, mais ça varie en fonction de nos sources de rendement. Si je te donne 100, tu me prends 16.
Au bout d'un an? Je te rends 116 quand tu veux. Et si tu restes une seconde dans mon produit, je te donne 16 fois 1 divisé par le nombre de secondes en un an, tu vois. Ok. Donc t'as des gros rendements quand même. Et ça varie. En ce moment, les rendements sont élevés parce que c'est le côté spéculatif de l'industrie qui tire les rendements vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont prêts à emprunter des stablecoins pour les convertir en Ether. Et donc, en fait, ils prennent du levier. Et donc ça crée une demande forte pour les gens. Il y a une demande forte pour les gens qui veulent emprunter du stablecoin pour être en termes financiers short stablecoin, long crypto-monnaie. Et ça fait que les prêteurs de stablecoin comme moi et comme à la fin de mon prêt comme nous, on est capable de générer du rendement sur ça, payé par les gens qui prennent du levier contre leur stablecoin. J'avais envie de parler de la partie spéculative, mais chaud qu'on en revienne après. Et du coup, si on repart un peu en arrière, t'es à Stanford ou t'es en France en train de finir tes études et tu dis avec des potes, vas-y, on va lancer notre stablecoin. Ouais. Comme ça. Non, on a travaillé sur la façon de lancer le stablecoin. On a conçu le protocole en fait. Et c'était 2021, le moment post-Covid où l'argent était gratuit, les fonds de VC avaient levé tous plein d'argent et on cochait un peu toutes les cases, les bonnes cases. Ouais, les bonnes on écoles, était 3x Stanford quoi, et ça les VC ils aiment bien. Enfin, VC quand t'es en seed, pré-seed, c'est un jeu. VC c'est les fonds d'investissement pour les startups et en effet. En France, en tout cas, t'as un truc, si t'as le tampon, bonnes grandes écoles, en plus Stanford, ils te donnent de l'argent facilement. Enfin, ils te prêtent de l'argent facilement. Parce que leur métier, c'est de parier sur plein de gens et de diversifier le risque possible. Et les gens, il faut qu'ils enlèvent le risque associé à chaque personne. Et les tampons des écoles, ça aide à enlever le risque. Donc nous, concrètement, toi, tu te dis, vas-y, je vais lancer ma crypto, je vais lancer ma stablecoin. En plus, j'ai confiance parce que les VC ils vont me donner de l'argent. Donc en fait, tu te dis, on a signé notre levée en 1 mois et demi. Enfin, 1 mois et demi à partir du moment où on a été full-time. T'as levé combien ? 5 millions. Ah ouais. Mais tu vas avoir des VC un peu du coup... américains. Et donc on lève 5 millions à ce moment-là. Et là, on passe du projet d'école où on attendait de voir un peu ce que ça donnait au projet en mode c'est notre métier quoi. On est full time dessus et maintenant on dégomme tout quoi. Ok. Et t'as pas eu de petit coup de chaud à un moment de dire ouais là je vais vraiment prendre 5 millions un truc de crypto, j'ai découvert la crypto il y a 3 ans. Même pas il y a 3 ans. Hein. non, je pense qu'on était un peu c'était il y a 3 ans ouais. Même 3 ans et demi. On était un peu ouais, non, c'était il y a 3 ans. On était un peu inconscients, ouais, je pense. On se rendait pas compte. Et il y a plein de trucs, plein d'erreurs qu'on a faites. On était trop en mode crypto. Et je pensais à créer un protocole plutôt qu'à créer une boîte. Ouais, mais c'était ça ta vision à l'époque, tu disais. Oui, mais genre, tu vois, j'ai pas recruté comme quelqu'un qui lance sa startup. Enfin, il y a plein de trucs qu'on a fait parce qu'on était trop dans l'écosystème et dans l'état d'esprit, crypto-monnaie, décentralisation, etc. Donc à ce moment, ouais. Ce qui est pas la bonne façon de faire les choses. Enfin. À ce moment-là, donc c'est ton drive, le pourquoi, enfin pourquoi est-ce que tu te go et tu te bouges sur ça, c'est quoi ? C'est un projet pro, ça te fait kiffer, c'est excitant ouais, voilà. Et t'y go quoi. Et en plus t'as levé donc tu peux te payer, il y a là quoi. Exactement. Ouais, t'as parfaitement raison. Non mais tu le racontes comme si c'était tellement en fait on a construit une cabane avec des pods et puis on a dormi dedans quoi genre alors qu'en fait tu t'es lancé sur un vrai bail gigantesque quoi. Oui, et tu le savais pas à l'époque. Non, je savais pas. Mais j'aurais dû plus à l'époque théoriser, me poser, prendre du recul sur ce qu'on était en train de faire et ce dans quoi on se lançait et la façon dont on abordait le marché. Enfin, on a eu un peu, je pense, le défaut du jeune en école d'ingénieur qui veut faire un produit guidé par la tech et avant de faire en mode ça va être quoi ma distribution, ça va être qui mes clients, comment ça va être quoi la culture que je veux donner à l'entreprise, c'est quoi notre mission, etc. On était plus on fait notre protocole, on rentre dans la vague de la finance décentralisée avec ça veut dire que aujourd'hui tu me remets 3 ans en arrière, je pense qu'on fait les choses complètement différemment. Tu te voyais peut-être pas comme un entrepreneur, tu te voyais comme un gars qui développe une crypto quoi. Ouais, je pense. Et là maintenant ça a changé. Là maintenant là t'es en mode j'ai une boîte, j'ai des employés, j'ai un produit, je veux être rentable. Il faut que j'ai des clients, et il faut que je me mette dans un mood où ce qu'on fait c'est ça puisse être exponentiel, genre je me satisfais pas de l'état dans lequel on est maintenant, et donc à l'époque c'était excitation du produit et de la tech. Aujourd'hui c'est quoi
Enfin, c'est pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi t'avances. C'est l'excitation d'apprendre toujours sur comment tu gères une boîte et l'excitation de construire quelque chose qui peut être grand. Enfin, parce qu'après, bon, on y reviendra après, mais on a toujours notre produit de stablecoin. On a commencé à offrir d'autres produits, dont un de nos produits qui marche très bien. Okay. Et c'est quoi ce produit? On aide pas mal. En fait, donc. Tu sais, tout à l'heure, tu posais la question de il y a 30 stablecoins, comment tu te différencies? Tu as le fait de construire un produit que les gens ont envie d'utiliser. Mais c'est tout. C'est assez. Il y a pas mal d'effets de réseau pour réussir à créer un truc qui soit bien. De toute façon, comme tout produit, si t'en parles et que des gens se disent en fait j'ai peut-être envie d'investir dans la crypto, ils vont peut-être écouter et dire je vais mettre dans Angle ou dans. Oui, bon, ça c'est. Oui, non, mais, enfin, mais même déjà au sein de l'écosystème, crypto, un stablecoin c'est comme un standard et même une blockchain, tu vois, genre c'est une base de données, mais pourquoi j'utiliserais ta base de données plutôt que telle autre base de données? Et donc personne n'a d'intérêt à utiliser mon standard à moins que d'autres personnes l'utilisent. Et donc en fait, tu te retrouves à devoir attirer pas mal de liquidités, de gens qui mettent de l'argent dans ton protocole, faire des programmes pour les fidéliser. Donc nous, on avait développé des outils pour attirer de la liquidité dans notre protocole, des moyens de... Enfin, on appelle ça, on leur donnait des incentives, des incitations financières, mais s'il faut vulgariser le truc, c'est vraiment un programme de fidélité. Et donc, on avait développé des outils pour nous, dont on s'est rendu compte que tout le monde développait un peu les mêmes à droite à gauche. Et on s'est dit, pourquoi on fait pas ça un peu pour tout le monde de façon productisée, en mode utilisez nos programmes venez faire votre programme de fidélité avec nous, parce que ce qui c'est pas clé dans ton produit d'avoir un programme de fidélité, c'est clé dans ta croissance, mais c'est pas clé dans c'est pas différenciant en fait. Sauf si en effet tu le mets comme partie intégrante de ton produit, et le fait de rentrer dans ton produit. Mais en fait, tout le monde doit avoir ça, tu vois, ces programmes de fidélité, parce que c'est tellement compétitif, genre tu dois d'avoir ça, et donc soit tu redéveloppes, tu réinventes la roue par toi-même, soit tu utilises notre produit qui fait tes programmes de fidélité. On a des outils beaucoup plus avancés que si toi tu les avais fait toi-même. Tu seras beaucoup plus rapide pour nous et ça te coûtera moins cher, parce que ton temps de développeur que tu dois mettre à développer ça, en fait avec nous c'est... Donc ça c'est pour toi tu fais un programme de fidélité, enfin t'as un protocole en gros de... J'ai un outil qui permet aux autres protocoles blockchain de faire des programmes de fidélité pour leurs utilisateurs à eux. Donc en fait, on est un software as a service, quoi, un SaaS que tu peux utiliser quand tu veux faire tes programmes de fidélité. Et c'est pas un pivot parce qu'on a toujours notre produit de stablecoin, mais c'est une verticale un peu niche. On aide en fait tous les protocoles et tous les systèmes financiers qui ont un peu la même vision que nous sur leur croissance. On les accompagne là-dessus en leur donnant des outils qui leur permettent de se concentrer vraiment sur ce qui est la clé de leur valeur. Et ils nous délèguent tout ce qui est outils techniques d'acquisition client. Waouh. Et tu te rémunères comment sur ça? Souvent les programmes de fidélité, tu distribues de l'argent et on prend une partie de l'argent et il y a des gens qui nous payent des abonnements aussi. Waouh, trop fort. Donc là c'est quoi la vision pour Angle alors? C'est de continuer à avoir ce produit pour avoir ta stablecoin ou... Alors ta vision globale c'est pour moi... C'est quoi ton rêve dans 10 ans en fait? C'est d'avoir contribué à ma vision globale qui est la finance. Ça va se faire sur les blockchains. C'est comme passer du fax au mail. C'est plus efficace. Et moi, ce que je veux, c'est avoir créé une entreprise qui accompagne cette transition et qui capture de la valeur dans cette transition d'une finance telle qu'elle se fait maintenant vers une finance sur les blockchains. Okay. Et ça implique... sur les stablecoins, on accompagne la transition parce qu'on crée des produits d'épargne qui sont plus efficaces et mieux que les produits d'épargne que ceux que t'offre la finance classique. Sur notre produit de programme de fidélité, on permet la transition parce qu'on permet aux gens de gagner du temps sur la mise à l'échelle de leurs idées et de leurs systèmes qui sont censés complémenter ce qui se fait en finance classique. Donc, dans 10 ans, mon rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est un rêve pour le marché que de plus en plus d'applications financières se fasse en crypto, enfin sur les blockchains, et d'avoir contribué à ce passage-là et d'être un peu un pivot indispensable à tout ça. Et tu dis ton rêve c'est que du coup ça passe plutôt par la crypto. En vrai tu l'as déjà un peu dit, mais est-ce que tu pourrais dire du coup les avantages de ça? C'est la transparence, scalabilité.
C'est-à-dire que tu peux être 5 personnes et créer un protocole qui va être utilisé par des milliards de personnes parce que un protocole, souvent, c'est des règles très simples. Tu vois, genre une base de données dans la blockchain. Enfin, donc, c'est souvent des règles très simples, mais parfois c'est tellement simple que ça devient infiniment scalable. Et donc tu vois, tu peux être 5 et coder un truc qui va être utilisé par des milliards de personnes, comme les gens qui ont fait le protocole HTTP, tu vois, pour l'échange de paquets sur Internet. Et ben là, tu peux faire pareil pour l'échange de valeurs. Donc en gros, tu libères une grosse partie de l'économie qui est dépensée dans la gestion de l'argent. Dans le back-office, dans le développement de systèmes que telle autre banque concurrente a déjà développé et qu'il faudrait développer. Bah non, là, je réinvente une fois, je crée une fois la roue et tout le monde peut utiliser la même roue, la même brique que moi j'ai créé. Donc transparence, standardisation, ce qui fait que toi ton protocole de pré-emprunt, comme les prises et faire des adaptateurs, genre n'importe qui peut ok, ton adaptateur il ressemble à ça, alors je vais faire tel système d'emballage standardisé pour tous les adaptateurs et comme ça on pourra tous bien les empiler les uns sur les autres en stockage, enfin et genre comme les conteneurs, tu vois, dans le et donc transparence, scalabilité, standardisation. Ouais, non, c'est quand même les trois gros avantages. Désintermédiation. Désintermédiation. Parce que scalabilité en soi. Enfin, je veux dire, ça te concerne pas. Ça concerne plus les banques, ça leur coûtera moins cher. J'ai jamais entendu parler de il y a un problème, c'est que on n'arrive pas à gérer assez d'argent, tu vois. Autant transparence, ça me touche parce que je me dis, dans la société de demain, je préfère que l'argent soit géré de façon décentralisée que par une grosse banque qui peut faire. Non, ça sera géré de façon centralisée par des gens qui sont experts de gestion. Ça marche pas, la gestion décentralisée d'argent avec des gens. Ça sera géré par des experts, mais tu auras l'opportunité, si tel expert te plaît pas, de bouger ta gestion vers tel autre expert, tu vois. Donc toi, tu as le choix et ça sera hyper compétitif. Donc tu auras peut-être beaucoup. Ouais, ok. Vu que tout le monde a les outils pour construire, ça rend le marché beaucoup plus compétitif et donc les intermédiaires ils capturent beaucoup moins de valeur au passage. Donc en gros, lancer une banque aujourd'hui c'est impossible, lancer une banque demain, n'importe quoi. Ça sera facile, ouais. Waouh, ok, trop fort. Et tu vois, tu me parlais de scalabilité. Ouais. Pour moi, un problème de scalabilité, c'est horrible ce que je veux dire, mais les banques, c'est des milliers d'employés. Est-ce que tu as besoin de milliers d'employés pour faire une banque C'est ce que je voulais te demander, justement. C'est un peu comme l'automatisation dans les usines. Bah ouais, il y a des gens qui vont perdre leurs emplois, mais leurs emplois vont être réalloués ailleurs. Ouais, comme tout, ça se remet sur un truc plus utile que de passer de son temps devant un ordi à rien. Ouais. Voilà, okay. Et ça sera pareil sur les banques. Ça va être des toutes petites institutions qui font, ou tu as les institutions financières qui font très bien un cas d'application qui vont, oui, t'as pas besoin de milliers de personnes. C'est comme si tu mergeais, tu fusionnais toutes les banques, toutes les institutions financières les unes avec les autres, mais sans que ça crée de monopole qui te facture des frais exorbitants. Okay. Ouais, c'est là où c'est intéressant, c'est que t'as pas de monopole en plus. Enfin, normalement, il y aura ça toujours... va drifter. Il y a des gens qui capturent beaucoup trop de valeur. C'est pas sain, tu vois. Les plateformes d'échange, Binance, Coinbase, etc. Genre les couches d'accès vers les blockchains, pour le moment, phagocytent pas mal de la valeur. Mais tu peux te passer d'elle. En fait, le truc, c'est que elles te fournissent tellement une bonne expérience utilisateur que de facto, beaucoup de gens passent pas. Mais si je veux, je peux quand même en passer. Tu peux créer ton Binance. Mais c'est une question de confiance, peut-être. Il y a un côté, moi, demain, si je veux investir dans le livret A... oui, c'est que la confiance. C'est genre, est-ce que je me dis, est-ce qu'on peut pas se péter la gueule dans un an donc, mais pareil, si tu fais une plateforme, quoi, c'est genre qu'on ne connaît pas, les banques, elles sont là depuis 100 ans. En même temps, les banques, elles se pètent de la gueule de temps en temps. les banques, ça casse. Les banques, ça plus tard qu'en 2023, la Silicon Valley Bank... c'est vrai ? J'avais même pas suivi. Ça, c'était... Bon, après, du coup, en 3 ans là-dedans, on a eu des moments assez rock'n'roll, nous, dans notre histoire. Dans notre protocole, on prêtait l'argent à d'autres personnes, à d'autres protocoles. Et en fait, le problème, c'est que vu que tout repose sur du code, si ton code, il est faillible et s'il y a une faille dedans, les gens peuvent voler l'argent que gère ton protocole, tu vois. Et donc nous on avait prêté à un moment, on avait 18 millions qu'on avait prêté à des gens qui se sont fait hacker, donc comme ça on a perdu 18 millions du jour au lendemain. Heureusement le hacker a remboursé les fonds, ça arrive jamais, mais on s'est retrouvé. Dit un truc comme ça. Genre en gros le gars vous vole l'argent, c'est en mode rançon ou en mode juste je le vole Non, il a pas volé à nous on l'avait prêté à des gens qui se le sont fait voler. C'est comme si je te prête 10 balles et tu te fais cambrioler ton appart avec les 10 balles, quoi. Mais c'est pas ton problème, c'est le problème de ces gens-là qui ont perdu l'argent et qui te doivent à toi, non ? Oui, mais bon, si tu peux pas me rembourser, genre... T'es pas un mafieux à aller couper la tête des mamans. 10 balles, tu peux me les rembourser, mais 18 millions, et en fait, quand t'as perdu 200 millions, t'as plein de gens que tu dois rembourser. T'as une responsabilité quand lui s'est volé 17 millions, c'est vraiment tout sur son... Oui, on a quand même fait gaffe. Normalement, non, parce qu'on
on avait bien fait les choses. Enfin, si on a une responsabilité, mais dans le cadre de la gestion de notre protocole, ça avait été voté, etc. Donc, et les règles étaient très claires. Donc, les utilisateurs, ils savaient qu'on était exposé à tel protocole. Et vu que c'est transparent, tu savais à quoi t'étais. C'était pas comme si tout le monde tombait des nues en mode il avait de l'argent chez Euler, qui est le protocole qui s'était fait hacker. Non, bah, tu pouvais le voir si tu voulais. Ok. Donc là, tu racontes cette histoire en effet de façon très extérieure. Et toi, à l'intérieur, comment donc vous développez votre stablecoin, vous levez de l'argent archi rapidement. Et donc après, c'est une aventure, c'est une balade de santé ou Non, le début était plus facile que le début était limite trop facile. On lance notre stablecoin assez vite. On a 250 millions d'actifs sous gestion. Et là, vous vous dites pas, ouais, c'est beaucoup quand même. On est trois gars de 20 ans. Non, on était plus quand même. On avait recruté un peu, mais. Et en fait après tu vois que tes chiffres commencent à être un peu moins bons et les gens passent un peu à autre chose et c'est là que tu te rends compte en fait ok là on est dans le dur, genre les gens sont entrés dedans un peu avec la hype, on n'avait pas eu la maxi hype, il y a des trucs bien plus gros que ce que je te raconte qui sont dans l'industrie, mais on se rend compte que en fait on rentre dans le dur de la vie d'une boîte avec un produit qui existe, un produit qu'il faut distribuer, qu'il faut grossir, qu'il faut amender, et sachant que développer un protocole blockchain c'est comme développer du hardware, parce que vu que c'est du code, du hardware pour ceux qui savent pas, c'est un produit palpable quoi, qui est fabriqué dans une usine. Désolé. Parce que développer un produit dans une usine, ça prend beaucoup de temps, parce qu'une fois que t'as ta chaîne de production ça prend du temps d'amender ta chaîne de production. Et nous, c'est pas la chaîne de production, mais c'est nos smart contracts, contrats intelligents qui gèrent le protocole. Puis entre ton prototype, tu l'imprimes en 3D, il est super, puis tu le donnes à l'usine, elle te dit, en fait, ça, je peux pas exactement le fabriquer en injection. Voilà, c'est pas exactement comme ça en crypto, mais dans les faits, c'est même la mise à l'échelle, quoi. C'est pas forcément la mise en échelle, c'est que tu vas créer écrire un code qu'il va falloir auditer, qu'il va falloir tester de toutes les parts, parce que s'il y a une faille dans ton code, tu peux te faire voler tout l'argent. Et donc, à cause de ces contraintes de sécurité, c'est plus genre je développe un pneu et je veux m'assurer qu'il jamais il crève, genre jamais il pète sur l'autoroute, et donc faut que je le fasse 18 000 tests de contraintes différents, faut qu'il y ait plein d'indépendants qui regardent mon pneu, comment il est fait, et ça prend 6 mois, tu vois. Parfois tu peux fast track des trucs où tu sais que c'est pas très important, genre parfois tu vas fast track ton rétroviseur, tu vois, genre au pire il pète, j'en fais un autre rapidement. Et là t'as un protocole qui est la clé dans tout ça, et donc lui il faut le bétonner le plus possible, et ça prend du temps. Mais donc une fois que t'as ton protocole qui est live, what next, parce que ton protocole t'es pas censé trop y toucher, t'es censé le vendre, le distribuer, et c'est là où en fait on est à monter. Ça c'est au bout de combien de temps? Donc en gros tu dis en un mois et demi. Non, on a commencé en mars 2021, on lance en novembre 2021, et c'est peut-être janvier-février 2022. Et donc on a développé des nouveaux systèmes autour du protocole pour avoir plus de cas d'usage pour les utilisateurs du stablecoin dans le mode grossir la distribution. Tout n'a pas très bien marché, on a perdu un peu en vitesse. Tu dis perdre en vitesse, c'est on a moins d'investissement, moins d'actifs sous gestion, ouais. Les gens retirent leur argent pour le réallouer ailleurs. Ouais. Et... Trop stylé. Attends, j'avais une question qui venait. Comment tu te dis, parce que toi tu dis ma vision c'est de faire une finance décentralisée. Non, c'est pas une finance ouverte sur les blockchains. Participer en tout cas à cette transition et d'être potentiellement un gros acteur. Mais on totalement parlé spéculation. Est-ce que aujourd'hui tout cet investissement, c'est pas des gens qui font de la spéculation un peu? Si. Les gens qui placent leur argent, c'est de l'argent qu'ils ont gagné en ayant du Bitcoin ou même si tu l'as pas gagné en ayant du Bitcoin, genre est-ce que enfin tu vois, comment est-ce qu'on se détache de cette crypto spéculation? Pour moi, c'est voie exister. En fait, c'est comme ça existe actuellement. Ça va vivre de façon indépendante. Genre, le problème, c'est que ça nous fait mauvaise presse, où les gens associent crypto au côté spéculation, alors que non, c'est pas ce qu'on essaie de construire. C'est quasiment dans l'ADN ce côté spéculation, parce que ça a commencé pour ça, et le gens positionnent ça avec ça, mais positionnent l'industrie avec ce côté spéculation. En fait, comme la finance peut-être. Au début, la finance, là, c'était pas pareil. C'était l'économie. Non, même l'économie n'a pas été spéculative, mais comme avec l'arrivée de la finance, tu spécules et. Peut-être. Oui, non, si. C'est le côté spéculation est déconnecté de l'économie réelle, et tu vas avoir des gens qui vont se faire. Ça va revenir. Le plus la crypto va se rapprocher les blockchains vont se rapprocher de l'économie réelle. Plus, tu vois, le Bitcoin, ça va être lié à l'or. Typiquement, c'est le meilleur parallèle. Le Bitcoin, c'est de l'or. C'est intéressant. C'est un peu ton gros
ton gros socle C'est stable. ton gros à sac, côté. et si t'as de l'argent à faire travailler, bon, bah, tu sais que tu en as une quantité limitée, et du coup, et c'est un consensus social, le fait que l'or ait de la valeur, tu vois. Genre, oui, on trouve ça beau, mais le Bitcoin, tu peux trouver les règles de la base de données derrière, tu peux trouver qu'elles sont belles. Et donc, à partir du moment où tout le monde dit, bon, ok, le Bitcoin, ça a de la valeur, et c'est là-dedans que j'investis en valeur refuge, bah, ça lui accorde de la valeur au même titre que l'or. Ouais, c'est vrai que l'or, c'est un peu, comme tu dis, c'est un consensus, quoi. Tout le monde dit, bon, allez, c'est notre truc de base, on n'arrête pas, ok. Ça se trouve, on pourrait se dire, je sais pas, c'est les tulipes ou les clémentines, les trucs qui sont beaux. Ouais, c'est vrai. Et l'intérêt de l'or, c'est qu'il y en a en quantité limitée. Quoique, on découvre des nouveaux gisements tout le temps. Ouais, sous la Russie, d'autres aimaient des trucs. Ouais, ou en Chine. En Chine, ouais. Ouais. Est-ce que t'as des... Non, pardon, avant ça, on parle beaucoup de... Pour moi, bah, à la base, pourquoi... Enfin, tu fais partie des gens proches de moi qui ont une boîte incroyable, et je m'étais toujours dit, Asie, crypto, spéculation, donc pas vraiment les valeurs que je transmets. Et en fait, par Baptiste ou pas d'autres trucs, en fait, pas du tout, nouveau modèle de société totale. Mais aussi un truc, c'est écologie, tu vois, on se dit, crypto, le Bitcoin, on dit que ça pollue. Baptiste m'a dit que pas vraiment. Pourquoi est-ce que finalement c'est pas si polluant que ça, voire même ça pollue moins parfois que des transactions bancaires, genre? Alors, il y a ça pollue autant, je pense, que des transactions bancaires. Ce qui fait que ça pollue, c'est que ta base de données, elle est écrite, elle est répliquée dans plein d'ordinateurs. Aujourd'hui, sur le réseau Visa, c'est sur les serveurs de Visa que tu vois, t'as juste une écriture à faire. Et là, potentiellement, le truc, tu l'écris genre 10 000 fois, tu vois. Genre, donc, t'as plein de redondances qui font que ça peut coûter parfois un peu plus cher. Et ce qui fait que ça pollue, c'est que les mécanismes de consensus qui font que certains mécanismes de consensus qui font que tous ces serveurs arrivent à se mettre d'accord. Il y en a qui sont très énergivores. C'est le cas du Bitcoin, qui est un mécanisme qui s'appelle le Proof of Work. Et en gros, c'est consomme de l'énergie pour prouver que tu as de la puissance de calcul, quoi. C'est le protocole, ça, ou c'est en dehors du protocole? C'est côté Proof of Work? C'est au niveau plus... Ouais, c'est au niveau le plus bas du... Tu sais, tu as des protocoles, genre une blockchain, c'est un protocole, et tu as des protocoles qui sont construits sur des protocoles de blockchain, tu vois. Okay. Donc, c'est au niveau le plus bas, le Proof of Work. C'est la manière dont le protocole consomme, il est soit archi glouton en énergie, soit c'est pas glouton, enfin on demande pas de faire tourner l'énergie pour rien, et c'est Ethereum a transitionné vers ça en septembre 2022, et donc la consommation du réseau a été divisée par 1000 à ce moment-là. Donc je dirais pas que c'est un truc qui est neutre, mais c'est moins le proof of stake, c'est beaucoup moins consommateur, et à la fin moi je réfléchis en termes de je vais pas mentir en disant que c'est le truc le plus écolo sur Terre. Il y a des arguments qui sont très fallacieux, qui sont intéressants, qui te disent, en fait, le proof of work, qui est un truc où tu fais tourner de l'énergie pour rien, c'est une façon de rendre rentable des projets de transition écologique. Je m'explique. Parfois, tu as ton projet de panneaux solaires, etc. Il est intéressant que si ton électricité, que s'il est raccordé au réseau. Et tu sais que globalement, tu vas produire ton électricité par an. Il faut que ton électricité, tu puisses la vendre à tel prix. Ouais. Mais si l'électricité que tu produis, tu peux l'utiliser pour faire du Bitcoin. Ou au lieu de remplir des batteries pour miner du Bitcoin, en fait, tu sais que c'est comme si tu la vendais à un certain coût sur le marché, parce que tu sais prévoir combien ton kilowattheure de mining, combien de Bitcoin il va te rapporter, etc. Et donc, ça peut rendre rentable. Et en fait, ça te permet de lisser. Genre aujourd'hui, si tu as un projet d'énergie renouvelable, le mieux c'est d'avoir des batteries. Parce que si tu n'es pas raccordé au réseau, ou si tu produis à un moment où le réseau est pas... le réseau, l'électricité est négative, tu veux remplir tes batteries, etc. Mais au lieu de remplir des batteries, tu peux miner du Bitcoin. Et donc, le Bitcoin te ramène de l'argent en fait. Et le Bitcoin te ramène de l'argent. Waouh, ouais, ok. Et ça, je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais. J'entends l'argument, tu vois, c'est pas un mauvais argument. C'est intéressant si ton but après c'est d'arrêter de miner du Bitcoin. Si ton but c'est d'arrêter de miner. Mais sauf que ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Mais ça diminue la volatilité des rendements des faiseurs de projets, de ceux qui lancent des projets de transition énergétique. Et de façon très simple, tu vois, genre tu plugues ton truc, c'est que tu vends ton électricité tout de suite en minant, et tu peux miner de partout dans le monde pourvu que tu aies une connexion internet.
Il te faut un petit disque dur et. Ouais, t'en mets plein. Hein. Tu mets c'est plein de racks de trucs, plein de serveurs qui produisent les uns à côté des autres. Donc ça, c'est le seul argument des gens qui sont vraiment Bitcoin maxi et qui refusent de voir que leur truc ça consomme énormément, qui disent bah non, on permet la transition écologique. Oui, mais tu vois, genre et non, là où à la fin, là où tu fais des économies, c'est toutes les économies d'échelle que tu fais. Parce que si c'est vrai que t'as beaucoup moins de serveurs et tout, une transaction, envoyer $10, si ça prend pas 3 jours, ça prend 1 seconde. Enfin, je veux dire. Oui, je suis pas au fait de tous les chiffres, à quel point c'est plus ou moins. Mais en gros, ça pour dire que ça doit être la consommation électrique d'une ville, quoi. Enfin, est-ce que c'est ce que tu es prêt à allouer pour une ville d'1 million d'habitants? Enfin, j'en sais rien, tu vois, tous les ans. Est-ce que c'est ce que tu es prêt à allouer pour toute la finance, consommation électrique du monde financier? Peut-être, tu vois. Genre, en tout cas, l'IA, ça va être pire. Genre, Ouais, ok. Ah, c'est intéressant. Ouais, en fait, si tout le monde faisait que du Bitcoin, ça consommerait moins que ce que toutes les banques du monde commandent. Non, la transaction Bitcoin, elle consomme pas mal. Parce pas que de Bitcoin, pardon. Si tu fais de l'Ether, si tu te mets sur un protocole qui est pas le protocole hardcore. Je suis pas. C'est pas sûr. Peut-être. A priori, oui, mais j'ai pas envie de m'engager sur ça. Okay. Je pense que c'est kiff-kiff. Okay. Si tout le monde se mettait dessus. T'as des exemples concrets de là aujourd'hui, dans la vraie vie, des gens qui utilisent des cryptos? Y a pas mal de cas d'utilisation dans les pays d'Amérique du Sud, des gars en Argentine, bon là en Argentine ça va entre guillemets mieux, mais qui font plus confiance à leur monnaie et qui veulent être souverains sur leurs actifs, pas avoir de l'argent en banque qui risque de se faire saisir, pas avoir, il y a des pays où tu peux dépenser que 100 euros par jour. Au Liban, tu peux pas retirer plus d'argent, un certain montant par jour en banque, et du coup c'est quand t'as des risques ou des limites qui nous paraît absurde. Ouais, nous on n'a pas habitué à ça. Mais si ta banque en France, si tu peux pas retirer, ou si ton argent il peut disparaître du jour au lendemain, en effet. Et j'ai des gens qui risquent de se faire, peuvent se faire fermer leur compte en banque. Tous ceux qui sont à risque, à peur par rapport à ça, ils passent par les rails crypto. Le meilleur exemple, c'est qu'il y a pas mal de boîtes de casinos en ligne. Je sais pas si tu vois stake.com, c'est le truc, il y a plein de pubs partout. Ça, c'est un casino en ligne. Ouais. Et en gros, les casinos en ligne, normalement, les banques leur prennent genre 7-8% de frais pour chaque virement vers chez eux, ou les paiements par carte, parce que c'est des trucs qui sont plus risqués. Et en fait, fuck it, je vais pas passer par les banques. Et tous ces trucs-là, c'est pas mal de casinos où tu payes directement en crypto-monnaie. C'est énorme. Parce que eux, ça leur fait gagner. C'est beaucoup plus efficace pour eux sur la gestion de leur chiffre d'affaires. Tu t'élimines un intermédiaire qui te prend 10% de ta valeur. Donc, En fait, c'est intéressant. C'est quand, pour le commun des mortels, je dirais, la banque, c'est un peu indolore pour nous. Mais quand la banque peut avoir un rôle, ou de prendre trop de taxes, ou prendre trop de temps, ou pour plein de raisons différentes, tu peux vouloir te soustraire à ça, quoi. Exactement. Et t'as aussi on a beaucoup parlé du cas d'utilisation financier, mais il y a 18 000 autres cas, notamment au terme de l'identité. Pour avoir une identité unique, tu vois, des KYC. Ça, c'est pour la blockchain, ça. Ça, c'est pour la blockchain, ouais. Okay. Genre un KYC porté. C'est un KYC, souvent, quand tu dois rentrer, faire un compte chez Revolut, chez une banque, tu dois donner plein d'informations qui sachent où t'habites, etc. Mais normalement, une fois que la Société Générale sait qui je suis, en fait, Revolut, ils ont pas besoin de plus ou moins de données, ou la BNP, tu vois. Genre, et je peux avoir des KYC portables où tout le monde va lire dedans. C'est quoi KYC? Know Your Customer. Mes données, et tu peux rajouter des couches de protection de ta vie privée en mode la banque elle peut être au courant que de ce dont elle a besoin de savoir, et je pense que le premier truc qu'on va voir de cette application là, c'est une fois j'avais été dans le cadre d'un truc avec plein d'autres entrepreneurs des crypto-monnaies, on avait été reçus à l'époque par le ministre du numérique, c'était Jean-Noël Barrot qui maintenant est ministre des Achats étrangers. Jean-Noël Barrot, qu'on salue, qui était en photo dans ma rue à Jouy-en-Josas. C'est vrai. Monsieur Barrot. Et on parlait, tu vois, des cas d'application, comme on est un peu en train de le faire là, des blockchains, et typiquement aujourd'hui, bientôt dans les sites porno, tu vas devoir donner ton identité pour prouver que tu as plus de 18 ans. Mais il y a des systèmes autour des blockchains où qu'on appelle, c'est construit autour de trucs mathématiques assez compliqués qu'on appelle les zero knowledge proof, où tu peux donner une information sans en révéler trop sur toi. C'est-à-dire tu peux prouver
au site de cul que tu as plus de 18 ans sans leur donner ton âge, sans leur donner qui tu es, ni où tu habites, etc. Et donc il y a plein de trucs autour de l'identité. Sur Internet en fait, où tu vas pouvoir prouver les différentes choses que tu veux prouver, mais sans montrer que tu es Pablo Vera, habitant à telle adresse. Et ça, tu utilises la blockchain comme façon de stocker les éléments d'identité, de stocker de façon cachée, de générer des preuves pour, regarde, j'ai plus de 18 ans, je t'envoie la donnée, je t'envoie la preuve que j'ai plus de 18 ans, et la preuve, le gars peut la vérifier sur une blockchain en utilisant les données stockées sur la blockchain, que je te dis pas de la merde, quoi. Ouais, ok, trop. Ouais, il y a plein de sujets, mais en fait ça me fait rire. Tous les trucs où tu peux créer de la désintermédiation, etc., où tu as besoin de standardisation énorme sur des cas d'usage autour desquels plein de gens construisent. En fait, tu peux le faire en blockchain, quoi. Ouais, dès que sur Internet, tu as besoin d'un vrai truc global, tu te mets une belle blockchain avec un beau protocole. Et Alors, un cas d'utilisation, notamment en intelligence artificielle, sur l'entraînement de modèles, où parfois tu as besoin de créer, si tu veux entraîner de façon en parallèle des modèles, parfois tu as besoin de créer du consensus en mode qui valide quoi, enfin qui entraîne sur quelle base de données, etc. Et en fait, c'est toute une branche qui s'appelle genre les Physical Infrastructure Network, genre ça aussi, ça peut passer par des blockchains, genre Decentralized Physical Infrastructure Network, genre la gestion de grilles d'électricité, etc., la gestion d'entraînement de modèles d'IA. Tu fais ça sur la blockchain. Alors, c'est un pan qui est vraiment en train de se créer, des gens qui y réfléchissent, et il y a vraiment des cas d'utilisation intéressants. C'est pas du tout ma spécialité, moi je suis vraiment un biais très financier là-dessus, mais de comment tu peux utiliser la blockchain pour te créer des réseaux et faire en sorte que des gens qui ne se connaissent pas puissent se mettre d'accord sans forcément avoir d'intermédiaire au milieu qui agit comme tiers de confiance, tu vois. Et donc dès que tu as besoin de créer de la confiance et tu as besoin de standardisation, les blockchains c'est un bon cas d'utilisation. Parce que c'est des preuves irréfutables mathématiques d'écriture dans la base de données. Après, ce que tu écris, je sais pas. Et c'est tout l'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on va écrire dans ces bases de données pour que ça soit des cas d'utilisation intéressants qui nous améliorent des problèmes de la vie de tous les jours. Ouais. C'est énorme, c'est un outil très puissant en fait. Et très protéiforme. C'est vraiment ce que tu en veux. Et c'est pour ça que c'est dommage quand c'est réduit qu'au cas d'utilisation spéculation. À faire du NFT. Des collections NFT. Okay. Oui, c'est peut-être ça. Historiquement, ça a été des bons investissements, mais bon, tu as comme. Mais comme acheter du Nvidia, tu vois. Enfin, c'est pas très différent. Ok. Tu parlais de régulation et tout, mais je vois qu'on a déjà parlé un peu, donc je vais te poser des questions un peu plus par prendre un peu de recul sur toi. C'est quoi tu peux dire, j'avais dit ta plus grande fierté, mais tu peux dire tes plus grandes fiertés avec angle ou même ailleurs de angle. En fait, j'aime pas être trop fier des trucs parce que du coup, ça veut dire que t'as le sentiment d'être arrivé, tu vois. Et moi, j'ai pas du tout le sentiment d'être arrivé. Enfin, c'est encore que le premier jour. Non, la plus grande fierté, je pense, c'est d'avoir réussi à tenir pendant tout ce temps dans une industrie où le taux de mortalité des entreprises est quand même très important et d'avoir plutôt bien géré la boîte financièrement pour être toujours avoir passé les gros cycles de marché très négatifs, parce que même si tu construis de la finance décentralisée, et que c'est censé être comme de la finance classique, t'es quand même corrélé au marché crypto et à tout ce qui se passe là. Et ma fierté, c'est d'être en l'état, en ayant une boîte qui aujourd'hui est profitable, d'avoir réussi à passer les up and down du marché et d'être toujours là, quoi. Donc ça, c'est déjà une belle fierté. Bravo, c'est vrai que je veux bien te croire qu'au bout de quelques années de dire ma boîte est encore vivante. Ok, c'est quoi ta plus grande peur, peut-être? Ma plus grande peur, c'est de pas réussir à atteindre les objectifs que je me suis donné pour moi-même, et donc de prendre les mauvais choix ou de pas avoir les bonnes inspirations au bon moment, la bonne intuition au bon moment sur ok, faut qu'on aille all-in sur ça, et que ma plus grande peur, c'est que la boîte se meurt petit à petit, tu vois, genre que on n'arrive pas à changer de paradigme, à pas capturer
les dynamiques de marché ou pas être novateur sur des nouvelles dynamiques de marché qui vont prendre et de rester là dans un état, enfin de pas maintenir notre croissance et de rester dans un état un peu végétatif ce qui est possible en fait parce que tu pourrais garder ton argent et ne pas mourir pendant longtemps ce qui est possible pour beaucoup de boîtes où en fait vu que tout va très vite ta notion de market fit elle est changeante, tu vois, genre c'est pas où je vends des voitures, bon je sais que tout le monde aura besoin de voitures, après est-ce que mes voitures sont plus ou moins bien, là est-ce que les programmes de fidélité sur la blockchain les gens en auront toujours besoin, je sais pas, est-ce que les produits d'épargne comme on les a structurés c'est les produits d'épargne qui vont être ceux que les gens voudront utiliser parce que ils sont bien pour les clients, je sais pas non plus, donc l'attraction d'aujourd'hui c'est pas l'attraction que t'as demain et faut être toujours se reposer des questions et chercher à se renouveler et ça c'est pas ma peur, c'est de pas réussir à bien sentir le marché, à pas suivre le mouvement si rapide. Je pense que tu vois tu peux toujours suivre le mouvement et je pense qu'on est une boîte où on est assez agile, on est bien processé, on essaie de faire en sorte que ça aille vite, mais parfois tu t'arrives quand même trop tard quoi. Ou t'es pas premier sur ton segment. Ce serait quoi toi dans je sais pas 60 ans à avoir réussi ta vie? Déjà c'est m'être marré tout au long de ma vie, m'être amusé quoi. Je pense tout le long quoi, genre m'être amusé à construire une boîte et pas avoir après des regrets on en a toujours, tu vois, sur j'aurais dû faire ça maintenant etc, mais si tout le process a été agréable, en mode t'as le sentiment d'avoir appris, d'avoir travaillé des gens que t'aimais bien, enfin là je suis d'un point de vue professionnel, mais d'avoir eu le temps de m'adonner à des passions à l'extérieur et si possible d'avoir concilié un peu le tout, enfin globalement de m'être amusé tout le temps quoi. Moi ça serait ça et d'avoir permis à d'autres gens autour de moi de s'amuser, enfin c'est un peu égoïste de dire ça comme ça, mais d'avoir réussi à créer du bonheur pour les gens au travail ou un cadre où tout le monde est content de venir travailler et autour de moi avec mes amis, ma famille, etc. Tu dois pas faire une aventure où tu te mets un tracos pendant 10 ans sans voir personne et tu dois pas faire ça tout seul du tout. Non, je pense pas. Et je pense qu'il y a pas grand monde qui aurait réussi à se mettre un tracos pendant 10 ans sans voir personne. Ça existe pas, c'est ça aussi, c'est l'américaine. Qui sacrifie beaucoup, et le mythe de l'entrepreneur qui dit putain, je travaille jusqu'à 23h le week-end et tout. Ça, j'y crois pas trop. Ça. Bah, c'est un vrai pour des gens, il y a des gens qui le font pour de vrai quoi. Ouais, pour moi c'est pas un facteur clé. Enfin en tout cas pour moi je sais que c'est pas un facteur clé du succès. Genre, je pense que c'est même une croyance limitante. Genre c'est un truc de si je dois réussir, faut vraiment que je sois un détraqué, que je me bute tout le week-end et en fait au contraire limite ça te pousse vers le bas plutôt que Ouais, je suis d'accord. Après parce que t'as ok. Je vais demander un dernier truc. Non déjà avant de terminer, je veux quand même te remercier parce que là t'as fait un boulot pédagogique de taré et ça allait très très vite mais c'est quand même passionnant. C'est très complexe mais c'est stylé et ouais, tu portes quand même quelque chose de très nouveau quoi. Donc je te souhaite vraiment. C'est un peu niche quand même de se dire on va rendre la finance plus efficace. C'est pas le truc où. Ouais, mais t'es dans une énergie qui pousse vers un changement, vers une évolution. Tu vois. Je le porte plus en mode ingénieur, en mode c'est plus efficace et j'insiste moins sur ça va être plus de greater good parce que t'enlèves des intermédiaires qui te capturent de la valeur, donc à la fin c'est du pouvoir d'achat en plus pour tout le monde. Tu vois. Je pourrais le financer comme ça et le formuler comme ça en mode liberté financière pour tout le monde et à la fin c'est ça les valeurs pour lesquelles on pousse, tu vois. Et je suis peut-être un peu trop technique et sur ma façon de voir les choses. C'est ça qui te fait kiffer quoi. Demain si tu recrutais une directrice RSE ou un directeur RSE qui te met tout l'accent sur ça, il y a là quoi. Mais et à la fin c'est quand même ça le message qu'on porte, genre les gens voient les blockchains comme un truc mal et c'est bien pour vous les gars, genre si honnêtement vous paierez moins de frais et vous serez plus maître de votre argent et c'est un truc, ça responsabilise aussi parce que si c'est toi qui gères ton argent, tu dois être plus adulte et moi je porte un message aussi d'éducation financière où c'est important que les gens comprennent comment ça marche, que c'est comme ça que pour moi que tu réduis les inégalités et que tu t'améliores la richesse globale quoi. Sur les gens qui disent si tu donnes à quelqu'un qui a moins de moyens, moins d'éducation de l'argent, il va le dépenser tout de suite et ça va aller dans les mains de quelqu'un qui est capable d'épargner et d'investir et tout ça et moi j'ai l'impression d'être comme les influenceurs TikTok Non mais je suis tout à fait d'accord et même je te dis encore une fois personnellement l'éducation financière je découvre ça à 28 ans et je suis en mode mais comment on m'a jamais expliqué ça et si 99% de la population c'est pas ça en effet
c'est pour ça que les inégalités, enfin c'est pas pour ça, mais les inégalités se creusent aussi à cause de ça, quoi. Ouais. T'as un vrai truc. Est-ce que tu veux ajouter un dernier message? Toujours sur ce point d'éducation financière, si demain vous venez interagir avec des protocoles de finances décentralisées ou avec les blockchains, essayez d'enlever le voile de hype, de comprendre vraiment ce avec quoi vous interagissez. Et pas suivi une mode directe. Ouais, de rationaliser un peu, de comprendre comment marche le protocole, d'où vient le rendement, s'il y a un rendement, d'où vient la valeur du Bitcoin, d'où vient la valeur de l'Ether, ou alors d'être conscient du fait que vous investissez dans un truc, je sais pas si vous achetez ce qu'on appelle les meme coins ou un truc dont le prix monte, vous soyez conscient que si c'est un produit très spéculatif et que c'est à la limite impossible, essayez d'en être conscient. C'est un pari sportif, quoi. Ouais, tu peux t'investir dans un truc. Mais après, tout n'est pas un pari sportif. Tu vois, le Bitcoin, je considère que c'est plus un pari sportif. T'en achètes comme t'achètes de l'or. Mais essayez de comprendre un peu le fond des choses de ce que vous faites. Et ça sera déjà le premier pas sur la découverte de l'industrie, d'essayer de questionner le pourquoi du comment. T'as des livres ou des vidéos pour essayer de comprendre ça ou pas? Ou juste tu recherches Je suis pas... Ouais, je peux partager quelques influenceurs. Ouais, moi, je sais que les vidéos globales, c'est pas forcément... En fait, j'ai rarement vu des gens parler du truc avec un langage... soit avec un langage qui est à la fois compréhensible pour tout le monde et un truc que je respecte... dans la précision. Les trucs qui est trop vulgarisé... Il y en a beaucoup que je respecte, mais ils ont un langage orienté trop spéculation, qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et les trucs que je juge vraiment intéressants, je pense que c'est trop compliqué pour quelqu'un qui n'a pas... ça se trouve, c'est créateur de contenu. S'éduquer vraiment, quoi. Vraiment s'éduquer pour de vrai et ne pas se lancer là-dedans parce que c'est la mode, ou si on le fait, le faire avec conscience, quoi. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Pablo. Merci Clément, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!